Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, mais en duo avec l'ami le bûcheron du cinéma, mon comparse de la 7ème illusion. Comment vas-tu, Adam? Eh ben, ça va très bien et toi? Ma foi, j'attendais là de pouvoir revenir sur des films de 2024 que je n'avais pas pu voir au cinéma à temps. C'est triste, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir un film. On s'en fiche des tops de l'année et tout. Et en parlant de top de l'année, on va parler de ton numéro 1 de 2024, justement. C'est pas pour rien que je t'invite. Oui, ensemble, Oui. il va être question ici de Oh Canada, qui sera peut-être le dernier film de Paul Schrader. On reviendra sur ce point. Adaptation d'un roman de Russell Banks, Forgone, que tu aimes beaucoup aussi. Ça tombe bien, moi je ne l'ai pas lu. Donc on va avoir deux Oui. visions différentes ici, c'est intéressant. Enfin, nos deux visions seront peut-être intéressantes, ça on verra. Ça sera à vous d'en juger en commentaire. Et au casting, qui avons-nous dans le rôle principal? Richard Gere, qu'il avait fait jouer il y a plus de 40 ans dans American Gigolo. Alors évidemment, là, c'est pas la même mayonnaise, il est plus sur la fin. C'est un film qui Ouais, parle là, de... il est un peu dégueulasse, là. Il a un peu de la croûte. C'est pas Aïe, très aïe, beau à aïe. voir, quoi. Ouais, ouais. Et pour l'interpréter jeune, quand même, parce qu'il va y avoir des flashbacks, le beau gosse actuel, enfin l'un des, des Richard Gere actuels, si vous voulez, du cinéma américain, Jacob Elordi, voilà, qu'on voit un peu partout. Mais pour interpréter aussi la dernière épouse, parce qu'il en a eu plusieurs avant du personnage principal, nous avons Uma Thurman, on va le dire à la française, parce que c'est compliqué sinon, qui est quand même une grande actrice aussi, que l'on voit moins ces dernières années, mais elle est toujours là. Citons aussi la présence de Michael Imperioli, que vous avez pu apprécier dans Les Sopranos, et qui lui aussi a pris un petit coup de vieux, forcément. Le temps passe. Et oui, c'est un petit peu l'un des sujets d'un film qui parle donc de la fin de vie. Oui, clairement. On nous présente un réalisateur qui fait des documentaires, qui a fait beaucoup de documentaires dans sa vie, un certain Leonard Fife, ou Leo, qui, sur ses derniers jours, atteint d'un cancer, il accepte, si vous voulez, de participer à une ultime interview donnée par ses étudiants pour, soi-disant, suivre les questions et tout, mais en fait, il va, on peut le dire, prendre en otage cette interview pour raconter ce qu'il a envie de dire, lui, sur son passé, et peut-être ainsi se rapprocher de la vérité alors que la mort arrive. Comme d'habitude chez Paul Schrader, et une forme de rédemption ici, sur un chemin de croix. Et cette fois-ci, on contemple la fin. Pour un Paul Schrader que l'on sait malade depuis quelques années, qui adapte ici le roman d'un monsieur qui est décédé depuis début 2023. Beaucoup de joie et de bonheur. Donc, vous voyez, non mais, c'est sûr que c'est un film assez plombé. Wouh! Ouais, mais c'est du cinéma. Et le cinéma, ce n'est pas que tralala poète poète, on va marcher tranquillement en rythme sur de la musique joyeuse. Non, c'est aussi aborder des sujets graves. Et ici, on est en plein dedans. Et alors, pour pas aller plus loin dans le synopsis pour l'instant, la vérité qui va nous être contée ici pourrait mettre la réputation de Léo en danger. Du coup, sa femme, elle est un peu tendue là, au fur et à mesure des révélations. Et le film va fonctionner sur des flashbacks en série de récits plus ou moins éclatés avec des points de vue différents. Et ça, tu me l'as dit en off, c'est vraiment l'adaptation même du bouquin qui est avec des récits enchâssés, points de vue, tout ça. Ouais, Donc déjà, le je pense que récit toi, aussi dans le roman est mélangé, confus, voilà. c'est fait exprès. D'accord. Donc, évidemment, je pense que Paul Schrader a voulu être très proche du matériau de base pour aussi rendre hommage à un monsieur qu'il avait déjà adapté au cinéma avant. Ouais, Donc, c'est pas la première fois Affliction en 97. Voilà. que je n'ai pas vu et qui paraît très sympathique aussi. Mais bon, il y a beaucoup de films fort agréables à voir. Je sais pas si agréable est le mot dans la filmographie de Paul Schrader, mais très Ouais, intéressant. Affliction, c'est pas très joyeux, on va dire, non plus. De toute façon, Banks, écrit pas des livres joyeux, préparez-vous. Ouais. Et du coup, Paul Schrader, on se demandait ce qu'il allait faire après sa trilogie entre guillemets bressonienne, Rédemption et tout. Bon, finalement, c'est une continuité là. Après beau triptyque, donc First Reformed, The Card Counter et Master Gardener. Eh ben, il nous pond ça. Et pour toi, le film de l'année 2024, explique-nous pourquoi, mon cher Adam, avant que après je Parce que rebondisse. de toute façon, sur mon critère de notation, 4,5 sur 5 vont à Paul Schrader de base. Donc, je rigole. Et il y a 0,5 pour Richard Gere. Non, je déconne, évidemment. Parce que déjà, je suis un très grand fan de Paul Schrader. Je défends beaucoup de choses, pas très Charlie qu'il a fait.
Quoique, il y a quand même une limite. Hein. Son préquel de l'Exorciste, c'est un peu complicado. Sinon, pour parler du film, de façon de base, quand le projet était là, et puis il y avait aussi des confrères qu'il avait vu à Cannes et tout, parce qu'il est passé au Festival de Cannes, et évidemment, ça a divisé, comme d'hab avec Schrader. Et parce qu'en plus, il n'était pas remis à Cannes depuis Mishima, qui est un de ses plus grands films. En fait, le truc, c'est que bah, déjà, en fait, il adapte un de mes bouquins importants de ce début de décennie, que je trouve être un roman assez extraordinaire, qui n'hésite pas à mélanger les mots, qui n'hésite pas à perdre le lecteur. Parce qu'en général, ça, c'est assez hermétique, ça, en littérature. Tu dois être. Tu as des lectures confuses aussi, mais en général, c'est un point qui peut te décevoir, qui peut être calibré comme un défaut aussi. C'est ce qui a été reproché au livre, que les séquences se mélangent et en fait, on s'y perd dans la lecture. Mais c'est marrant parce que, petite parenthèse, désolé de t'interrompre, mais il y a eu un autre roman ainsi adapté l'année dernière, que toi tu l'as rattrapé après la fin 2024, Limonov, et qui est aussi un de tes bouquins préférés, qui a été un de tes films préférés 2024 a posteriori. C'est amusant ça, oui. Parce que là ça c'est rigolo. Ça joue aussi sur la vérité, les points de vue, l'imposteur, c'est marrant, on peut mettre en parallèle des choses, là. Mais bon, voilà, je referme la parenthèse, désolé de t'avoir interrompu. T'inquiète. Et même si au Canada, peut-être pas mon... Moi, en fait, il y a beaucoup de livres de Banks que j'aime beaucoup. Et en fait, de base, quand j'avais vu la fiction il y a longtemps, en fait, le mariage Paul Schrader-Banks fonctionnait déjà. Mais là, en fait, ça fonctionne à un tout autre niveau, de façon d'abordera, métatextualité, blablabla. Est-ce que c'est finalement est-ce que c'est plus un écho de son ami disparu ou est-ce que c'est Paul Schrader lui-même? C'est les deux. Et il y a ce truc, cette espèce d'esprit de mort qui règne déjà dès en fait l'introduction du film, très sobre, très épuré, qui me plaît beaucoup. Cette espèce de table d'opération, on dissèque, comme si on allait disséquer quelqu'un qui est sur le point de mourir, avec ses installations, on prend le temps, bref, on prendra le temps d'analyser la mise en scène à la fois très simple et très complexe du film, parce que c'est pas une mise en scène qui va aller wow, on va voyager avec des caméras qui bougent partout, mais le procédé est en fait on fait des allers-retours dans le temps, donc c'est pas le cinéma fait ça depuis les années 30-40, mais c'est la manière dont il va le faire qui va être beaucoup plus confus. Et aussi pour après te pouvoir laisser la parole, c'est un film qui touche aussi. En fait, il y a toujours des notions personnelles aussi dans les films. Et Banks, au-delà d'être un de mes auteurs préférés, avec McCarthy, avec voilà, tous ces grands auteurs américains qui ont conté l'Amérique, qui ont raconté l'Amérique, surtout Banks et aussi Schrader pour le coup. C'est pour ça que les deux se répondent très très bien, ont été très amis aussi. Ce sont des gens qui ont des comptes à rendre avec la vie, qui s'aiment pas, qui se détestent, qui ont comme si en fait il fallait faire un chemin pour se faire pardonner tout le temps, comme si en fait on pouvait jamais vraiment déjà se dire pardon et dire réellement pardon aux autres, même si à la sincérité derrière on peut pas vraiment. Il y a un bouquin de Banks notamment où il y a une femme qui s'occupe d'une enfant et en fait on se rend compte qu'elle est liée à ça. Pas liée directement, mais qu'elle a commis des choses assez graves, qu'elle avait abandonné un enfant, je crois, si ma mémoire est bonne. Les gens me corrigeront dans les commentaires, parce qu'il est quand même un peu tôt ce matin, donc j'ai plus trop ma mémoire de Banks en tête. Voilà, donc elle décide en tout cas de s'occuper d'une enfant indirectement, parce qu'elle a abandonné une enfant. Donc, l'abandon, hein, tiens, c'est un des thèmes du film aussi, l'abandon. Beaucoup de choses. Voilà, c'est triturer l'Amérique, mais aussi politiquement, hein, mais dans son foyer, voilà. Ouais, allez, ça peut frustrer politiquement aussi le film, mais ça on y reviendra après. Enfin, oui et non. C'est le but voulu aussi, c'est le but voulu. On voit des sous-textes, il y a des moments assez forts, notamment sur des photos et tout. Enfin, on reviendra sur ça. Et moi, je trouve que c'est un geste purement schraderien ce film. Alors, moi qui est beaucoup apprécié, qui a appris à apprécier ses précédents, notamment de Card Counter, qui la première fois que je l'avais vu, j'étais là en mode, j'étais peut-être pas prêt. Mais quand je l'ai revu, ça a été voilà
un bon petit coup de poing dans la gueule. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec Paul Schrader, c'est pas un cinéma, du moins sur ses films récents, j'allais dire facile d'accès, non, mais évident à apprécier d'emblée parce que c'est pas tout le temps appréciable, c'est volontairement des fois, c'est pas détestable, mais il triture aussi ses personnages, donc vous n'allez pas en mode rentrer en empathie et tout. Et alors là, on est dans l'ultime tour de passe-passe cinématographique, j'ai envie de dire, où Paul Schrader, notamment, bon, comme d'habitude, nous présente un personnage qui a menti, donc on le voit, enfin, il a menti, c'est-à-dire que ce n'est pas la gloire que beaucoup de gens pensent qu'il est. Enfin, c'est ce qu'on va révéler ici. Lui qui est une légende progressiste et tout, soi-disant il a fait ci, il a fait ça, il a machin, bah lui il va retourner cela en disant bah en fait non. Lui, pour le coup, il croit pas à séparer l'auteur de l'artiste. Ouais ben voilà, alors il y a ça et puis en plus c'est marrant parce que on sait que Paul Schrader est un fan entre autres, mais bon, il aime beaucoup de cinéastes. Hein. C'est un cinéaste critique aussi, c'est un cinéaste fan de cinéma, il est scénariste et Oui, tout. Paul il a écrit le style transcendantal au début des années 70, où il a analysé Ozu, Bresson et Dreyer. Voilà. Voilà, mais là, on sent qu'il fait un geste presque anti-John Ford, dans un sens. Lui qui aime beaucoup La prisonnière du désert, il me semble, Paul Schrader. Hein. Comme à peu Et près 99% des Américains. c'est ça. Mais là, il nous fait pas une print the legend, hein, comme dans L'homme qui tua Liberty Valance. Il nous fait une print the truth, c'est-à-dire qu'il déconstruit la légende, il l'imprime pas dans son ultime interview, il montre le vrai Leonard Fife. Il ose dire des trucs que tout le monde ignore, et même sa dernière épouse, et des trucs très mal aimables. Abandon de plusieurs épouses, notamment une qui avait un enfant, donc abandon du fils aussi, dont on entend la voix off. C'est assez intéressant, ça aussi. Hein. Mais bon, ça, j'imagine que c'est un écho au bouquin, mais je trouve que c'est passionnant. Dès le début, d'ailleurs, on entend la voix off du fils. Et au début, bon, on ne sait pas si c'est le fils, on comprend pas de suite. Mais très vite, il dit, bah voilà, j'étais pas là quand mon père est mort. Donc c'est bien, on commence par la fin. Et j'ai même envie de dire, on commence par après la fin, ici, avec cette voix off. C'est après la fin, il reste encore des gens, il reste encore le fils, quoi, par exemple. Et donc, extraordinaire comment il déconstruit une légende ici. Et j'ai envie de dire que Paul Schrader le fait un peu ces dernières années, notamment sur Facebook, où il déconstruit sa propre légende avec certaines déclarations un petit peu borderline sur certains points. On va pas en parler. Ben, on va pas en parler, mais on n'en parle pas en détail, mais en tout cas, tu as un peu l'impression que quand il les a faites, il était en train de tourner ou de monter son film et que je pense qu'il a fait un écho. Il s'est pris un peu pour Leonard Fife. Il s'est dit, bon, alors autrement, moi, j'ai pas envie peut-être de laisser une trace de perfection. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. J'ose dire des trucs. Je me sens partir. Alors, on espère qu'il partira le plus tard possible et qu'il pourra jouir d'une retraite s'il ne fait pas d'autres films assez paisibles pour quelques années encore. Mais bon, on sait que Paul Schrader, c'est pas la grande forme depuis quelques années. C'est déjà même très beau qu'il ait pu réussir à finaliser ce film. Voilà. Ce qu'il avait dit en 2022, qu'il arrêterait, que Master Gardener apparemment serait son dernier film, mais finalement derrière il est revenu. On se demande même s'il n'est pas revenu sur cette idée parce qu'il sentait que Russell Banks était mourant et que il s'est dit pour un dernier geste, je vais rendre hommage à mon ami. Voilà. Donc après, ça, évidemment il y a la confusion, mais on est dans une confusion logique. Dès que tu parlais du début, mise en place de l'installation d'interview, c'est une mise en place de mort. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'on est dans une chambre mortuaire où on s'apprête à faire l'autopsie d'un corps. Mais c'est exactement ce qui se passe, en fait. C'est que cette interview, ça va être l'autopsie, mais elle-même dirigée par le mort à venir, de ses souvenirs, l'autopsie de sa vie. Et ça, c'est fort, quoi. En plus, à la période de Noël. Voilà. C'est l'idée de, là aussi, l'idée de religion, de résurrection. Oui, évidemment. La naissance de Jésus, ici, c'est la naissance de la réalité pour ressusciter autrement derrière. Évidemment qu'il y a ça. Évidemment, parce que Schrader a grandi dans une famille protestante. Je viens de dire chrétien, pardon, c'est protestant aux États-Unis. Ouais. Et il y a toujours cette notion en fait de chemin de croix. Évidemment, ici, c'en est encore un. Hein. On est habitué avec lui, Schrader, et pas seulement ses 3 derniers films, avec laquelle la plupart des gens, je pense, ont commencé à côtoyer Schrader en tant que réalisateur, parce qu'évidemment, tout le monde a vu que Taxi Driver au minimum. Après, peut-être La Passion du Christ et À tombeau ouvert, on en reparlera un jour. De toute façon, c'est le meilleur film de Scorsese. Et pardon. Ça sera une bataille sur la 7e illusion un jour, c'est obligé. Ça, j'ai des arguments un par un, vous n'êtes pas prêts. Et comment dire, c'est, comme tu l'as dit, une dissection, une autopsie du mort à venir. Et en même temps, cette voix. Par contre, ça, j'avais oublié qu'il disait que c'était son fils qui parlait, mon père est mort. Bref. En plus, avec la musique de Phosphore, de Phosphorescent, qui est assez canadienne, avec des cordes, avec
des choses, on croirait Ils rejouent sorties l'hymne, hein. On n'en a pas parlé, mais au Canada, c'est l'hymne canadien, quoi. Qui est la libération à un moment d'ailleurs. Enfin, une fausse libération ou une vraie libération, on ne saura jamais vraiment. C'est bien ça. Ça, C'est des mystères. voilà, C'est des mystères. Ah bah oui, c'est presque une mort que le personnage veut accompagner, mais que les autres n'accepteront pas d'accompagner. Ils veulent garder imprimé la légende. Bah Parce ouais. que les légendes ne sont pas vraies. Ça, c'est une leçon qu'il applique à la règle sur les confidences, sa femme, Emma, qui n'accepte pas ce qu'il est en train de dire, parce que Elle veut pas. elle dit non, mais moi je te connais, je C'est sais les qui tu es. médicaments, c'est les médicaments, c'est pas lui qui parle, il est confus. Voilà, c'est les médicaments et c'est ça aussi toute la confusion. À un moment dans le film, en fait, on va voyager dans le temps. Ah oui. On va faire différents aléas et il y a un geste très brillant, notamment une scène précise quand il utilise ce procédé qui est symptomatique de ce que veut raconter le film. C'est l'un regarde l'autre dans son passé. Ah Comme si oui. c'était il me porte un miroir de lui-même à commettre un acte horrible, comme d'habitude chez Banks et chez Schrader, même si ici il n'y a pas de vengeance, peut-être une vengeance envers lui-même. Et Mais il y a un peut-être un truc peu envers son élève aussi. Peut-être un peu avec son Oui. élève aussi, mais D'ailleurs, il le casse, son élève, parce qu'il y a l'assistante à côté de lui et tout. Il dit, bon, de toute façon, je les trouve, je les trouve toujours, elle, meilleure que lui. Lui, il dit ça. oui, c'est ça. Oui, il a dit, j'ai toujours trouvé meilleur que toi. Voilà. Bam, voilà. Voilà, Non, il mais... décide de régler ses comptes avec la vie. Et en même temps, on voit pas tellement ces documentaires, à part dans un montage. Et ça, c'est assez brillant. Oui. Et ça peut en décevoir. Et ça en a déçu beaucoup. Que oui, mais on s'attarde pas tant que ça sur sa carrière de documentaire. Parce que, justement, en fait, le documentaire est factice. C'est quelque chose qu'il a maquillé toute sa vie Ah, mais il pour... le dit. Il le dit à un moment, il est censé filmer la vérité. C'était pas, il filme une vérité, un avion qui déverse de l'agent orange sur un test et tout. Mais il a dit, ouais, j'ai voulu en faire un trip expérimental. Quand ça commence, on se croirait dans Apocalypse Now ou un truc, un clip des Doors. Ouais, voilà, une ref à... voilà. On pourrait mettre Donc, la il a musique des travesti la Doors. vérité, là. Le réalisme n'était pas là, quoi. C'est ça qui était. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a cette chose, il y a ça qui fait que finalement, en fait, Schrader dit que même dans le bouquin de base, il n'y a pas tant l'aspect documentaire que ça, hein. Pour le coup, le film est très fidèle au livre, c'est-à-dire qu'on va. C'est pareil, hein, c'est les mêmes souhaits. Le livre, on le décrit, il va être dans la pénombre, quasiment dans le cercueil. Bref, c'est des termes assez froids, assez arides, hein, parce que la langue de Banks est très aride. Et en même temps, le cinéma de Schrader, c'est un cinéma qui est très, très aride, qui n'est pas non plus sans émotion, mais qui n'est pas non plus Non. le cinéma émotionnel qui va vous faire tirer des larmes en mode « Oh, quand même, il a essayé de parler pour la dernière fois avec sa femme. » Oui, j'imite très bien les gens qui pleurent. Mais c'est un truc, en fait, c'est pas un film où je suis sorti, où j'étais sorti pas détruit dans le sens émotionnel. Si, j'étais détruit émotionnellement, mais pas en pleurant à cordes. C'est plus comme si une gorge, en fait, de quelque chose qui te ramène à ton toi-même, à ces petits mensonges que tu peux te dire aux autres, même aux gens que t'aimes. Tu leur dis toujours ce qu'ils veulent entendre et jamais ce que réellement toi peut-être tu peux penser, et peut-être en fait que je ressemble un peu plus à Léonard Fif que je le pense. C'était pour ça que le bouquin est trop important pour moi. Ton petit côté aigri peut-être on rigole. Amer de l'existence, ouais, peut-être. Et non, mais c'est pas un film pathos, mélodrame, hein, voilà, on est vraiment. D'ailleurs, ce rapprochement vers la vérité fait que justement, on est dans quelque chose. On est dans de l'intimisme, on est dans du factuel, mais pourtant le film joue sur sur une narration assez éclatée qui est pas évidente. Tiens, tu parlais justement là, le regard de lui-même du présent. Parce que je voulais pas totalement spoiler encore le truc, j'attendais le. Non, on spoilera juste la fin et le moment au Canada, si vous voulez, sur une bonne spoiler, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à spoiler dans ce film. Oui, mais dans la mise en place, par exemple, au début, une scène au départ où on apprend que Léonard, il devait pas être cinéaste documentaire, il devait reprendre l'entreprise paternelle, hein, devenir le capitaliste américain, blablabla, tout ça. Et on le voit là, il hésite, et puis il va voir sa compagne derrière pour lui en parler. Et là, on a le vieux Léonard Fife qui a voyagé dans ses souvenirs. Textuellement, il est là. Un Richard Gere qui est
un peu plus proche du Richard Gere que vous avez vu sur les tapis rouges quand même, parce que le Voilà, Richard Gere, avec les au cheveux, tout final, ça, quand ouais. même, il n'arrive plus à arquer, il n'arrive plus à marcher. Ben, c'est ça, c'est un mélange de lui vieux. Bon, il est vieux, mais avec la Ouais. pêche de la jeunesse, où on sent que déjà il fait ce transfert-là, où il regrette, parce que peu après, on sait qu'il cette femme, il la laisse tomber. Hein. Et il la laisse tomber de toute Et façon. c'est Il pas la prend. première qui va laisser tomber. Non, C'est pas ben la non, il l'a première. déjà. Ah oui, non, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'instable en fait, hein, qui n'a jamais pu s'installer vraiment et même jusqu'au bout. Finalement, l'instabilité de cette drogue, de ces traitements sur son cancer vont peut-être faire que ça s'annule. C'est comme moins fois moins égale plus. Quoi. À un moment, il va revenir vers la réalité des choses en se rendant compte qu'il a été il a été un sombre connard sur certains points, mais il a refusé de rentrer dans l'Amérique capitaliste. Donc ouais, la fuite de la guerre du Vietnam, tout ça, on y reviendra après. Mais c'est pour ça qu'il est passé pour progressiste. Mais en fait, son vrai geste progressiste, même si ça a été en quittant tout, ce qui est quand même pas top, c'est de refuser un avenir où il aurait été peut-être millionnaire tranquille, quoi. Il voulait garder sa liberté artistique. Voilà, c'est tout. En fait, ça me rappelle, alors, on parle d'un imposteur, entre guillemets, hein, mais entre guillemets, hein, qui a été récupéré politiquement et tout. Récemment, on a eu un biopic sur Bob Dylan, quoi, voilà. Oui. Même si Bob Dylan n'est pas vraiment un imposteur, c'est juste que on a fait de lui une Un figure. observateur, Dylan. On Voilà. l'a fait malgré lui. En fait, il est Voilà. devenu contestataire malgré lui. C'est ça. Alors, mais il avait des idéaux. Par exemple, là, Leonard Five, ses idéaux, je pense qu'on peut en douter, finalement, sur certains points. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, à vouloir rapprocher la réalité et tout, on voit quand même des moments de masterclass ou de cours qu'il donne, notamment une scène sur une photo très connue. Ça, on est l'instant politique du film. Une photo de 1968 d'Eddie Adams, très, très célèbre, où on voit l'exécution d'un Vietnamien à Saigon, là, où justement, il parle de, dans cette image, on capture une éternité. Donc, malgré tout, il va mourir, le pauvre monsieur là, sur la photo, mais avec cette image, il reste en vie pour l'éternité. Et un des premiers textes de l'histoire du cinéma, d'ailleurs, on disait que le cinéma avait éternellement imprimé la vie, l'éternité sur une personne. Avait rendu Exactement. possible son mouvement éternel. C'est sa façon de dire adieu aussi à l'art, peut-être, en commentant cette photo, mais en face, alors je crois que c'est celle qui deviendra son épouse hein, après, ou qui dit ah non, mais aussi on peut voir ça autrement, on peut dire que on capte la mort pour l'éternité aussi, parce qu'il va mourir. C'est intéressant parce que là, en plus, au moment où on enregistre ici ce podcast, bon, vous verrez ma vidéo dessus dans plusieurs semaines, mais je viens de voir Profession reporter de Antonioni. Ah oui, ouais. Certains documentaires, on voit l'exécution d'un vrai, en plus, une vraie image d'archive. Et c'est marrant, je dis, tiens, j'ai vu ces films quasiment à la suite à un jour. Antonioni qui a abordé le sujet plusieurs fois de la photogénie de la mort, notamment avec Blow Up aussi. Voilà quoi. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que tout est lié. Hein. Dans le grand cinéma, tout est lié. Comme le dirait l'ami Desgadi, que je cite souvent dans les émissions en ce moment, tout part de Vertigo hein, aussi. Oui, aussi. De toute façon, le grand cinéma américain part de Vertigo. Voilà, c'est tout. Mais bon, non, pour en rester à ça. Non, tout part de Billy Wilder, mais ça, c'est autre chose. Aussi, bah, tiens, en parlant de Billy Wilder, à un moment, même si ça n'a rien à voir, hein, il convoque quand même ce noir et blanc. Alors, tiens, j'avais envie d'avoir ton interprétation. Pourquoi certaines scènes, qu'elles soient du passé lointain ou un passé plus récent, sont en noir et blanc, alors que d'autres sont en couleur? C'est très, très, très intéressant. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Est-ce que c'est à ce moment-là le noir et blanc peut être quelque chose qu'il essaie de tapir, de mettre, parce qu'en fait, voilà, on va y venir. Quand il y a cette séquence où d'abord Jacob Elordi rentre. Non, c'est. Oh bon, bref, on s'y. Bon, j'ai aussi, voilà, j'ai pas pu revoir le film avant cette émission. Ah, mais, le film, mais lisez mon article. Et en fait, il y a un moment, il arrive près d'une maison où est la version jeune de Léonard Fif, où il a rencontré une jeune femme dans une soirée. Il a un peu aguiché, puis après, ils ont fait crac crac chikawawa. Pourquoi j'ai à dire ça marié, je crois, en plus. Enfin bon, c'est sympa. Oui, marié en plus. Bref, voilà. Marié à un de ses amis, il me semble, en plus. Bon, bref, continue. Ouais. C'est sympa, Léonard Fife. Hein. Très, très, très bien. Ouais, il a un super pote. Et, oh là là. Et en fait, du coup, Richard Gere arrive un peu plus vieux et il se rend dans cette maison également. Et en fait, il s'arrête et il voit. Et en fait, il y a un champ contre champ passé, présent, futur. Bref. Où
la partie justement où lui il regarde est en couleur. Et quand il regarde à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Et pour moi, c'est le discours du film. Moi, ce que veut raconter le noir et blanc dans le film, c'est les passés qu'il essaye à la fois qu'il libère et qu'il laisse maintenant à une photogénie noir et blanc. C'est presque une référence à la photographie noir et blanc, quoi. Sous forme de regret, peut-être. Peut-être qu'il y a une forme de regret et qu'il veut maintenant qu'il l'a dit, il veut les laisser dans le noir obscur profond. Ouais. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Après, c'est mon interprétation à moi. Hein. Les gens peuvent ne pas être d'accord, évidemment. C'est vrai que le film, après un seul visionnage, c'est pas évident, hein, laisse des zones d'ombre, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que ne cherchez pas à tout comprendre, à essayer d'intellectualiser la compréhension ultime, parce que je pense que Paul Schrader, il fait ici un geste de cinéma en plongeant dans les souvenirs d'un homme, des souvenirs qui forcément, il est quand même malade, hein, rappelons-le, donc oui, il prend des médocs, quand bien même ils disent la vérité, ils viennent de façon très désordonnée. Que prendre des médocs aussi, à un moment, on lui change souvent sa couche. On voit l'intime de la maladie, de la mort qui arrive, oui. Ah oui, ça c'est terrible. On voit même, il est même aux toilettes, à un moment, il déboîte ses boyaux, quoi. Il est dégueulasse, quoi. Mais c'est ça voilà, le film, il est construit comme ça, en mode, bon, c'est un mourant qui décide d'aller vers la vérité, mais la façon dont la vérité sort, c'est pas facile pour lui. Il force aussi, et il va se rappeler de ça. Bon, finalement, il revient sur ça, et puis il retombe sur ça. Il oublie la vérité qu'il veut énoncer de base. Et encore, on ne sait pas si c'est la réalité ou est-ce que c'est sa réalité à lui qu'il veut dire pour se détruire lui-même parce qu'il a des choses à se reprocher. Rien ne nous dit que c'est la vraie vérité, qu'on en a peut-être qu'il se débine encore plus et qu'il invente des trucs dégueulasses sur lui. Et comme tout personnage de Russell Banks et de Schrader, c'est à la fois dans des confessions, dans des espèces de chambres, référence à un livre sorti il y a 2 ans, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle La Chambre des Confessions, où en fait, si vous remarquez dans les films de Paul Schrader, régulièrement, on est dans des chambres, dans des espaces clos. Ah oui. C'est le cas dans The Carpenter, notamment. C'est le cas dans le taxi de Travis aussi. Ouais. Voilà, c'est un espace où les personnages même parlent. Regard d'honneur, voilà, le moment d'intimité. Où il écrit ses confessions avant qu'il dévoile ses tatouages. Pas très Charlie, on va dire ça comme ça. Ouais, le curé ou le pasteur plutôt dans First Reformed aussi, souvent il écrit, là c'est le journal d'un curé de campagne de Bresson, de toute façon. Ouais, voilà, là c'est juré, c'est journal d'un curé. D'ailleurs, en parlant de Bresson, j'ai lu un truc là avant, je suis tombé par hasard, à vérifier et voir surtout de quoi il s'agit, mais apparemment Robert Bresson lui-même, on devait tourner un documentaire sur lui, interview, et lui-même il a pris en otage un entretien où il a raconté des choses qui n'étaient pas prévues. Donc je me demande si Schrader n'a pas voulu aussi rendre hommage à Robert Bresson. Robert Bresson, ouais, peut-être. Il y a plein de trucs, c'est-à-dire c'est métatextuel dans tous les sens, si vous voulez. Et peut-être qu'il peut se prendre en otage lui-même aussi. Mais je pense que, de toute façon, Paul Schrader, il a fait ce film. Alors, vous allez dire, oui, ça peut être une forme d'égo trip, ou de dés-égo trip, anti-égo trip, parce qu'il fait un film sur lui et il se pose. Il fait un film sur son pote et son bouquin, son dernier bouquin de son vivant en tout cas, parce qu'après il y a eu un autre livre posthume de Russell Banks. Il fait un film sur sa vie, sur sa carrière, sur ce qu'il voit. Et je pense que c'est une œuvre ultra personnelle pour Paul Schrader. Et quand il l'a faite et qu'il l'a finalisée, il s'est dit, mais je m'en fiche qu'on aime ou pas, que vous compreniez ou non et tout, c'est pas le plus important. Moi, je vous offre mon œuvre ultime. Je termine là-dessus probablement, à moins qu'il change d'avis d'ici là et que sa santé aille mieux. Il peut toujours y avoir des bonnes surprises. Et là, pour l'instant, c'est la fin. Et cette fin-là, a presque 90 ans, quoi. Donc, c'est ça, voilà, Paul Schrader. Ouais. Non, il a 78. Non, 78, pardon. Mais il dirait qu'il paraît 90 quand même. Le problème, c'est que voilà, il a vécu des problèmes. Il a eu plusieurs problèmes de santé, je pense, dans sa vie aussi. Mais il est toujours là. Ouais. Et donc là, bam, il balance tout. Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de dire, dans sa trilogie entre guillemets officieuse avant, il balançait tout aussi. Il balance tout depuis plusieurs années parce qu'il sait que à un moment, ça va s'arrêter, quoi. Tout simplement. Comme la plupart de ses films, de toute façon, il a toujours un peu balancé, comme on dit. Des choses qu'il a vues, qu'il a observées, qu'il garde aussi en lui quelque part, quoi. Ça, c'est un truc qui est très Schrader, ça. Et en même temps aussi de faire rejouer Richard Gere, qui était l'icône de beauté. Il détruit l'icône aussi.
avec Détruit la des légende. clones. Et en même temps, d'avoir choisi Jacob Elordi, qui a joué dans Euphoria, C'est dans le cette nouveau série. American Gigolo, Elordi. Hein. C'est ça, en C'est fait. pas faux. Bah, surtout avec Euphoria, où il est iconisé Oui. avec des plans, souvent sur Il a ses même joué Elvis. muscles. Il a joué Elvis Ouais, il a Presley joué dans Elvis Priscilla. Presley aussi. Euh, mais bon, là, Jacob Elordi, en fait, il est jamais moins. On peut dire, oui, mais évidemment, il est un peu jeune, il est un peu machin, mais je le trouve pas monstrueusement sexy. Il est pas Non, montré dans mais il des y a une scène, il y positions. a une scène de sexe très crue à un moment, quoi. Ouais, quand même. Ouais, et elle est moi, je trouve qu'elle est pas, elle est pas attirante, quoi. C'est Ouais, vraiment, c'est ça. espèce de. En plus, avec un personnage qui est joué par Uma Thurman en même temps. Alors là aussi, euh, oui. Il y a des ouais, actrices qui ont plusieurs rôles, passé, présent, et c'est pas dans une logique que vous pouvez imaginer. Mais c'est comme s'ils faisaient intervenir. Enfin, en fait, c'est dans les souvenirs. Des fois, on a des souvenirs, c'est comme nos rêves. Hein. On met des ouais, visages qui sont pas forcément les bons. Et je pense que c'est ça, en fait, le message. qui sont pas les bons, et du coup, c'est comme si, en fait, en racontant probablement, hypothétiquement, ce qui se serait passé avec cette femme dans cette cabane près du Canada. Canada au Canada, Euh, c'est très drôle, vous savez. voilà, petite caverne de bûcheron. Et en fait, bah, il met le visage de sa femme comme si peut-être il l'avait trompé aussi. Alors que Ouais. depuis qu'ils sont ensemble, il l'a pas trompé. Bon, en Non. tout cas, on peut y mettre encore une fois une hypothèse Mais là-dessus. d'ailleurs, à ce niveau-là, je pense que c'est pour ça qu'il veut qu'elle soit toujours là quand il raconte la vérité. Il lui doit toute la vérité Oui, parce que finalement, c'est avec elle qu'il a été le plus proche de la vérité. et même d'ailleurs, il la met face au retour vidéo où en fait on peut voir Magnifique les ça. personnes en face et il veut pas voir son élève. Il fait ouais, tais-toi avec cette espèce de d'hargne aigre. En plus, comme il le joue Richard Gere, c'est en toussant en même temps. C'est elle, moi je veux pas te voir. Je veux voir ma femme. Il n'arrête pas de dire Emma, Emma tout le temps. Parce qu'il veut qu'elle soit toujours présente, même quand elle est partie faire des sandwichs. Ouais, puis il y a cette idée très simple, mais qui est toujours très marquante quand c'est bien utilisé du surcadrage, hein, où on filme le moniteur au retour de l'interview, ou comme si Paul Schrader a enfermé là, son personnage dans l'ultime vérité. C'est là, c'est le truc, quoi. C'est un lit de mort de cinéma. Ah oui, On va oui. dire ça Et comme le ça. pire, c'est que c'est même pas. Enfin, cette interview serait-elle pour le cinéma? D'ailleurs, c'est très amusant ce qu'il dit. À un moment, voilà, moi je dis tout là. Vous êtes là, vous êtes témoin. Ma femme est là surtout. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez monter et travestir mes paroles, j'en ai rien à fiche. Il le dit. Oui, moi je l'ai dit à ma femme, en tout cas. Voilà. Non, mais c'est terrible ça, parce que c'est vrai que comme il est mal aimable là-dedans, sa réputation, il anticipe le fait que ses étudiants soit ne le sortent jamais ce truc, soit changent des trucs pour pas, pour, on va dire, aseptiser l'ensemble pour pas casser le côté progressiste. Et du coup, Même, je crois, c'est un truc qui lui dit aussi à son élève. Je crois qu'il travestit souvent ses films à ouais, un moment mais dans le c'est film. peut-être Je pour crois ça que c'est qu'il ce est qu'il moins lui dit beau que aussi. l'assistante, du coup. C'est peut-être pour ça. Mais du coup, spoiler, parce que bon, allez, spoiler sur quelle est la Spoiler. vérité et comment ça se termine. Alors, ben, ça se termine, il meurt, oui, super. Mais c'est même pas ça la finalité en vrai. La finalité, il meurt pas. Enfin, la fin du film, c'est pas sa mort. Bon, on sait qu'il meurt, mais la vérité, c'est il est allé au Canada. Bon, d'accord. C'est une Alors mort pourquoi? bressonienne, du coup. C'est ça. Et pourquoi alors techniquement, il a dans sa légende, il a refusé de s'engager au Vietnam, donc il a fui l'Amérique et tout contre culture progressiste et tout. Et alors, ce qui est terrible quand même, ce qui est terrible, c'est qu'on apprend donc la vérité qu'il énonce, c'est que s'il a évité la conscription au Vietnam, c'est que il a fait semblant d'être homosexuel en disant qu'il ne l'était pas de façon très maniérée avec des clichés d'époque. Mm. Voilà. Donc une lâcheté tout en étant sur des stéréotypes. Je l'ai dit, il est dégueulasse et lâche, quoi. Et voilà, et c'est terrible, c'est que l'on voit là cette lâcheté, après il quitte l'Amérique, il passe la frontière en mode au Canada avec la musique derrière, il lève les bras au ciel, c'est pas Rocky, hein, mais Ouais. Ah, c'est c'est pas Rocky qui a perdu, mais pensant qu'il y a de la fierté. Là, c'est bon, bah, je traverse le Canada avec la musique magnifique moi, de Phosphorescent.
Donc, Et c'est incroyable, c'est que c'est ce moment où il fuit l'Amérique et qu'il passe la frontière. De toute façon, c'est un film de frontière, hein, je t'en parlais en privé d'ailleurs. ouais. La frontière entre un pays et un autre, mais la frontière entre le passé et le présent, la frontière entre la vie et la mort. Une fois la frontière franchie et ses souvenirs de frontière, il meurt. Mais alors la question, c'est pourquoi est-il allé au Canada? En fait, c'est juste pour des raisons personnelles, pour sa liberté à lui, pas pour le Pour reste. fuir. Il a toujours fui, en fait. De Voilà. toute façon, on le montre toujours au volant de sa voiture. Pour vous dire à quel point il est fidèle au livre, l'affiche du film et l'affiche du livre, c'est quasiment les mêmes. Voilà. C'est juste la couverture du livre est toute Sur la route verte de Kerouac, hein, c'est des inspirations de Kerouac aussi, je crois. Ouais, voilà. Et voilà, c'est un truc qui est américain. Ouais, mais ouais, ouais, pas great again, on va dire ça comme ça. ça c'est Make Canada Great Again, mais bon. Mais ouais, en même temps, c'est pas non plus un brûlot ultra incisif envers l'Amérique au final, hein, à part donc bon la guerre du Vietnam. Tout non, ça, parce qu'au final, il dit qu'il regrette aussi de ne pas l'avoir fait le Vietnam. Ça, c'est un truc toujours c'est Schrader, bizarre. ça. C'est les paradoxes de Schrader. Hein. Son côté finalement conservateur, il a dit j'aurais dû servir mon pays, c'est ça en fait. Hein. Oui, voilà, c'est comme dans Taxi Driver, Travis, il a fait des choses horribles, mais en même temps, il garde ce truc enfoui en lui de il y a quelque chose qui va pas dans ce pays. Bref, c'est un truc qui est très confus politiquement. Ça frise avec le fascisme. Non, mais bon, après, vous pouvez interpréter ça. Les côtés libertariens, peut-être, là, qui traînent. Peut-être. Très américain, ça. C'est le paradoxe américain. C'est-à-dire que même le plus progressiste des Américains, des fois, peut flirter avec autre chose. Hein, oui. Mais c'est pas que aux États-Unis, ça commence à être un peu partout, ça. Oui. La réalité s'embrouille un peu à l'image des souvenirs de Léonard. Là, du coup, bah oui, complètement. Et là, voilà, cette frontière qui est passée, cette mort bressonienne, parce qu'on ne le voit pas agoniser en mode parce qu'on peut pas montrer la mort chez Robert Bresson. Robert Bresson disait qu'on peut simuler la mort, mais on peut pas réellement totalement montrer une mort au cinéma, ce qui est réel pour le coup. Mais la mort, enfin, c'est lui qui se tue lui-même, il tue sa légende, si on veut, c'est aussi ça. Oui. Et ce qui est terrible, c'est aussi, il y a une scène déchirante, peut-être la scène la plus déchirante du film, c'est quand on voit le fils, donc, qui retrouve, il va avoir la rencontre de son père, alors qu'il y a une projection au Canada, d'ailleurs, voilà, c'est là où c'est présenté à Montréal. Canada, l'hostie tabarnak. Ah bah oui, il n'y a pas d'hostie tabarnak, voyons. C'était quand même sur scène pour présenter un documentaire. Un documentaire d'ailleurs qui s'appelle Suffer the Innocence, j'aime bien le terme. Et c'est là où le fils revient 30 ans après. Et il dit « Hi dad, I'm your son ». Ok, tu vois, tranquille. Et on s'attendrait à des retrouvailles, tu vois, là, avec la musique derrière qui part. Et qu'est-ce qu'il répond, Léonard ? I have no son. Pas de fils. Dégage, ciao. Et ce qui est terrible, et c'est là, alors, le film a une bascule, figure-toi. Parce que oui, les points de vue, tout ça, le père et le fils, on peut comprendre. Mais à un moment, on a le point de vue probablement d'Emma, à un moment, qui décide de parler. Qui décide de parler à ce fils renié. C'est-à-dire que finalement, c'est là où elle se rend compte que son mari n'est pas si cool que ça. Alors qu'elle se rapproche pour la première fois d'une réalité terrible autour de son mari. Et là, pour le coup, la vérité qu'il a vraiment renié. Elle prend contact avec le fils qu'il a renié et que pour le coup, réellement, à ce moment-là, dans le film, il se rappelle plus qu'il avait un fils. Voilà. C'est ça. Et c'est après. Que les ravages de la maladie. Ah ben oui, mais c'est ça. Et c'est juste après d'ailleurs que la fin arrive. C'est que cette scène-là et tout, il y a une transition très lumière, là, paf. Alors que la mort arrive, on se demande si c'est pas là, il se rapproche de Dieu là, quoi. C'est la lumière divine. C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il se dit, peut-être qu'il se fantasme, Léonard là, dans ce souvenir-là, que sa femme aurait vu le fils derrière pour garder le contact en mode j'ai tellement regretté d'avoir dit ça. J'ai pas de fils. C'est toujours pour lui, pour lui, Emma est son ange gardien. C'est ça. Et c'est pour ça qu'elle est là jusqu'au bout, qu'elle doit l'accompagner jusqu'à la mort. Et quels sont les derniers mots sur son lit de mort ? Le fameux "Oh Canada". Voilà. C'est-à-dire que peut-être c'est en se rapprochant de ce pays, en finissant dans ce pays, qu'il a enfin vécu une vie de vérité. Parce que une fois au Canada, peut-être il n'a plus jamais menti. Peut-être que c'est ça. Peut-être l'Amérique qui l'a corrompu dans ce mensonge. Peut-être qu'il est là le message au final. Un peu long, hein. Capitalisme du père qui voulait qu'il prenne son entreprise, tout ça. Pression familiale, pression. C'est ça. Hein. Non, mais il y a plein de choses. Hein. Mais bon, oui, si vous cherchez un message politique frontal, tout ça, là, c'est peut-être pas le cas. C'est plus subtil. Mais bon, on peut fermer la zone spoiler. De toute façon, voilà, spoiler ou pas, voyez le film même en connaissant tout, hein, parce qu'il y a surtout la façon dont
dont il raconte, dont il met en place cette œuvre, c'est une œuvre qui fonctionne dans son unicité de récit, parce que c'est assez rare un film comme ça, quoi. Là-dessus, on peut le dire, c'est un film que vous verrez pas tous les 3 ans, quoi. Non. C'est ça qui est fort avec Shredder, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un Shredder, récent en tout cas, bon, j'ai aussi vu Hardcore, j'ai aussi vu le film là, qui parlait de l'industrie pornographique à Hollywood, j'ai oublié le titre. Voilà. C'est Hardcore. Ah non, The Canyon. Voilà, The Canyon, c'est ça. Et j'ai vu American Gigolo aussi. Mais là, à chaque fois qu'on voit un Shredder récent, il y a quelque chose, quoi, qui questionne sa place, la place des hommes, hein, surtout des hommes. C'est un cinéma très masculin, le cinéma de Paul Schrader, quand même, au final. Mais bon, il parle de ce qu'il peut parler. De toute façon, le cinéma américain est un cinéma d'hommes. Ouais, voilà. Mais il y a toujours une idée de, voilà, arriver au bout d'une erreur et tout, est-ce qu'on peut rebondir ou est-ce qu'on doit faire face à la vérité, à la mort? Il y a un truc qui est très passionnant, là. Et après, un Master Gardener qui avait une touche d'espoir. Là, on retombe sur la fin quand même. Mais ouais, c'est l'antithèse. C'est à la fois la continuité et l'antithèse de Master Gardener pour moi. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, on vous le conseille ce film quand même. Alors, attention, ne le regardez pas entre la poire et le fromage, quoi. Oui, et si vous n'êtes pas fan de Schrader, vous n'allez pas surkiffer non plus. Hein. Non, c'est vrai que le film a été complètement ghost de toute cérémonie, remise de prix, tout ça, il me semble. Ouais, à Cannes, il a juste été diffusé en compétition officielle, il a été ghosté comme Jaja. Voilà, même Richard pas Gere aurait mérité, Richard Gere aurait mérité une petite nomination là quand même, parce que là, il offre, on peut terminer sur lui, il offre quand même une performance qui, lui aussi, il a cette conscience-là, comme Shredder avec son personnage, que son passé est derrière lui, quoi. Et finalement. Oui. Mais Richard il est plus le American Gigolo, il est le Old American Gigolo. Voilà. C'est ça, mais il a vécu aussi, à travers ses personnages, il a vécu une sorte de mensonge aussi, Richard Gere. Là, au moins, il se montre tel qu'il peut être à son âge. Quoi. Et Uma Thurman aussi, qu'on voit moins, qui, voilà, c'est aussi, elle rentre dans cette case, malheureusement, de beaucoup d'actrices qui commencent à être délaissées par Hollywood. Hein, et pourtant, c'est elle qui est le plus magnifiée dans le film. Mais bien sûr, arrive à la rendre sublime. C'est l'ange. Donc, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a quand même une vraie histoire d'amour là, mais bon, c'est quand même pas évident tout ce qui s'est passé avant. Donc au Canada, je suis bien content de l'avoir rattrapé. Voilà. Je sais pas du tout, je l'aurais placé dans mon top 2024. Je me pose même plus cette question maintenant. Oui, non, maintenant c'est niette. Voilà. Mais en tout cas, rattrapez-le quand même. Voilà. Surtout si vous avez apprécié les 3 derniers, je pense que là, il y a quand même une continuité qui fait qu'on ne peut pas être déçu. D'une certaine manière. Après, vous pouvez lire le roman de Banks et découvrir du Russell Banks aussi. Vous pouvez lire évidemment au Canada. Après, je ne vous conseille pas de commencer par au Canada. Plus commencer par American Darling, qui est assez. qui apparemment fait partie d'un projet d'adaptation par Scorsese. Bon, il a plein de projets, donc je ne suis pas sûr qu'il les fera tout. Oui, voilà. Mais après, ça ne m'étonne pas qu'il va adapter American Darling en particulier. Ça m'étonne Imagine, si Scorsese le met au cinéma, qu'est-ce qui empêcherait Paul Schrader de participer au scénario? Oui. La quadrilogie. Après, vous pouvez lire aussi Sous le règne de Bone et de beaux lendemains. Voilà, je vous conseille de commencer par ces 3 livres qui sont assez faciles d'accès, surtout de Beaux lendemains qui est assez facile d'accès. Après, vous pouvez aussi voir la précédente adaptation qu'il avait faite d'un livre de Paul Schrader, de Russell Banks, qui est Affliction. Voilà. Et le livre aussi est succulent. Et vous pouvez lire la critique écrite sur le site de la 7e Illusion par notre cher Bûcheron ici présent. Voilà. Voilà. Et surtout que si vous aimez Ernest Hemingway, vous allez beaucoup aimer Banks. Voilà. C'est marrant, Ernest Hemingway aussi, écho à, j'en parlais dans ce podcast, de mon visionnage de Profession Reporter. Hein, et de toute façon, il a été très important. Hemingway a été très, très, très important. Avec le cinéma, on voyage et on fait des ponts sans vouloir en faire des fois. C'est ça qui est fascinant. Mais en tout cas, merci mon cher Adam, mon cher Bûcheron. Voilà, t'as pas trop aiguisé ta hache, tu l'as gardé un petit peu. Ah bah non, Schrader, pour moi, c'est ma Madeleine de Proust. Ta hache, tu l'as gardée. Ouais. Allez écouter le dernier Radio Campus. Je pense que la hache, elle a été sortie pour Captain America 4. Voilà. Oui, parce que des gens sont allés voir Captain America 4. Beaucoup trop de gens. Malheureusement. Voilà, on ne dira rien, c'était pour le boulot.
Ouais, pour moi, c'est vraiment pour le boulot. Mais bon, en tout cas, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à dire en commentaire, évidemment, si vous avez apprécié le film, si vous aimez ou non le cinéma de Shredder ou la carrière littéraire de Russell Banks, bien sûr. Et si vous projetez bientôt des vacances au Canada, ou si des amis canadiens nous écoutent. Voilà. Parce que c'est quand même un pays où il fait bon vivre. En ce moment, Affliction est le plus à noter. Voilà. Et si vous aimez Fargo, c'est une espèce de lien avec Fargo. Voilà. C'était juste pour caser encore du Russell Banks. Parce que il faut lire du Russell Banks. Voilà, c'est un message de fou. Lisez du Russell Banks, voyez des Shredders et puis continuez à vivre avec l'art. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires que à tombeau ouvert, c'est le meilleur Martin Scorsese. Voilà. Et que vous voulez voir ce combat fight. Mais bon, j'y reviendrai un jour, je l'ai vu qu'une fois après tout, hein, un tombeau ouvert. Le premier visionnage, il faut toujours se méfier. La preuve avec The Card Counter, justement, de Shredder. Peut-être que. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. On vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.